pas sur le plateau, mais qui seront tout aussi fructueuses. Je n'en doute pas. Nous allons maintenant passer à notre deuxième speed dating, où nous allons parler de la RSE, sujet qui a été aussi très présent dans les demandes des patrons de PME qui ont été interrogés par la FEB pour savoir de quoi ils avaient envie de discuter avec les grands patrons. Donc je demande à Catherine MacGregor et Bénédicte Jézéquel de bien vouloir nous rejoindre. Merci beaucoup à Alexandre Bompard et Pierre Cornier. Ah là 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 là, les questions qui nous sont remontées des PME sur la RSE. Sacré sujet. Très heureux de vous accueillir, Catherine MacGregor. Vous êtes la directrice générale d'Engie. Bénédicte Jézéquel, vous êtes la patronne de Sylvadec, une PME qui produit du bois composite. Alors, la vraie question, elle est là. Comment faire que la RSE, qui est plutôt inflationniste côté coût, se transforme en opportunité de croissance? Bénédicte Jézéquel, je vous laisse interroger Catherine MacGregor. Donc nous fabriquons du bois composite et ma PME, ma société a beaucoup de labels. Nos bois sont certifiés PEFC, notre société est certifiée ISO 14001, ça veut dire qu'on a mis en place un système de management pour diminuer nos impacts environnementaux. Et en fait, nous vendons, si vous voulez, nos produits à la distribution professionnelle et également en grande surface de bricolage. Et parfois, lorsqu'on rencontre les acheteurs des grandes surfaces de bricolage, ils me disent « Oui, votre produit est trop cher ». Mais comment on peut faire finalement accepter parfois un coût plus élevé parce que notre société a des labels, qu'on s'engage à utiliser des matières premières respectueuses de l'environnement? Bien sûr, et j'avais cette même discussion tout à l'heure avec l'une des PME avec qui je discutais, qui avait exactement ce même défi avec Engie en particulier. Ouais. Donc je vois bien que c'est un problème qui est important. Alors ce problème aujourd'hui, il va se résoudre, je crois, assez naturellement, parce que les entreprises aujourd'hui ont pris des engagements très forts de réduire leurs émissions CO2, d'atteindre la neutralité carbone, alors bien sûr à des horizons plus ou moins rapides, mais surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que ces engagements, ils vont porter sur les émissions directes et indirectes. Et les émissions indirectes, eh ben, c'est tous les fournisseurs avec lesquels une entreprise comme Engie va travailler. Il faut que les empreintes carbone de ces fournisseurs, elles contribuent de manière positive à l'empreinte totale d'Engie. Donc c'est vraiment un changement, une révolution. Et donc, en fait, la question, c'est que nous n'aurons pas le choix. Nous serons obligés de vous choisir en comparaison avec d'autres qui n'ont pas les bons impacts CO2, les bons impacts carbone et la bonne, bien sûr, le bon comportement RSE, la bonne performance, disons, RSE. Nous n'aurons pas le choix. Alors par contre, bien sûr, hein, il faut travailler sur les coûts. Et pour ça, je pense qu'effectivement, une entreprise donneuse d'ordre doit travailler avec ses fournisseurs pour les aider en fait à atteindre ces réductions de coûts. Et des choses comme par exemple donner beaucoup plus de visibilité et s'engager sur un certain volume de matières premières produites peut-être à plus haut coût, mais avec une empreinte carbone très réduite. Ça, c'est ce genre de choses que les entreprises doivent faire et que Engie fait, par exemple, pour nos éoliennes. On a pris un engagement à l'horizon 2030, un certain pourcentage de l'acier qui fait nos éoliennes sera bas carbone. Et donc cet engagement, bien sûr, avec d'autres donneurs d'ordre, va donner en fait un signal demande, un signal de volume important qui va permettre aux fournisseurs de pouvoir engager et faire les investissements nécessaires. Mais j'ai une question pour toutes les deux, c'est que, alors on sent bien hein, que sous la pression des clients, des actionnaires, tout ça va être un peu inéluctable, mais vous avez, j'imagine, non seulement des concurrents français, mais des concurrents étrangers. Oui. Et comment on fait pour que les concurrents étrangers respectent aussi les règles du jeu, ou bien pour qu'on les oblige, on les incite à respecter les règles du jeu? Ben, c'est extrêmement compliqué. Donc nous, ce qu'il faut, c'est qu'on soit, j'ai envie de dire, meilleur, par exemple, en termes d'impact environnementaux, effectivement, que nos concurrents asiatiques. Mais il faut aussi qu'on soit meilleur, par exemple, dans l'automatisation pour finalement compenser les coûts de structure qu'on va avoir en France versus les coûts de structure qu'ils peuvent avoir en Asie. Donc ça nous oblige à travailler sur notre organisation. Catherine MacGregor,
ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre issue quand même quand on veut être performant RSE, d'être obligé de ne pas augmenter ses prix. C'est-à-dire, où est-ce qu'on peut penser que demain, il y aura une acceptabilité d'un surcoût lié à la RSE? Alors, moi, je pense que le critère RSE va être extrêmement important et que quand on va évaluer nos fournisseurs, on va prendre une combinaison, les facteurs RSE, le coût, aussi la proximité, l'aspect production locale. Aujourd'hui, on ne fait plus de choix de fournisseurs uniquement sur le coût, c'est plus possible. On a besoin de transparence sur nos chaînes d'approvisionnement. Et donc, bien sûr, on va regarder l'ensemble de ces facteurs. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas, bien sûr, travailler tous les leviers de compétitivité, bien sûr. Il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est pour ça que je pense que cette agrégation de demandes est un levier important. Autre question, Bénédicte. En fait, si vous voulez, nous, on a travaillé sur cette RSE depuis longtemps, puisqu'on a fait le choix de s'approvisionner en local. Depuis le début de la création de l'entreprise. Enfin, quand je dis en local, c'est en Europe. Et en fait, on s'aperçoit que ça nous sert extrêmement bien actuellement, puisqu'on a réussi à passer le Covid, je dirais, de façon pas simple, mais on a réussi à le passer. On n'a pas eu de pénurie parce que finalement, on n'a pas été perturbé par les difficultés logistiques qui venaient d'Asie. On a réussi à avoir de la matière première, puisqu'on avait aussi des fournisseurs fidèles et nous sommes un client fidèle. Et actuellement, si vous voulez, on continue aussi à travailler puisqu'on mélange du bois et du plastique, à travailler sur du plastique recyclé, et on va monter un site de recyclage de plastique pour s'intégrer également. Donc voilà comment on travaille notre RSE. Est-ce que la RSE est un moteur de motivation, de cohésion, de sens aussi dans l'entreprise et avec les collaborateurs de l'entreprise? Et qu'est-ce que la patronne d'un énorme groupe peut donner comme conseil à une PME justement pour entraîner finalement toute l'entreprise dans cette transformation RSE? C'est énorme, et quand en plus les collaborateurs sentent que c'est sincère, donc pas de greenwashing, ça c'est mortel, pas de greenwashing, il faut que ça soit sincère, il faut que ça soit inscrit dans la raison d'être, et là les collaborateurs, ils viennent tous les matins, ils se lèvent et ils ont vraiment envie de changer le monde, ils ont l'impression de changer le monde, et c'est un moteur d'engagement extrêmement important, d'attractivité. Ça nous permet aussi d'attirer les talents. Complètement. C'est vraiment très important. Peut-être un conseil pour une PME, évidemment, s'assurer que vos activités sont alignées avec les besoins de performance RSE, parce qu'il va y avoir un tel appel d'air que cette croissance alignée avec la RSE, c'est vraiment un alignement très vertueux d'une part, et d'autre part, adopter le reporting RSE de manière très rigoureuse, très vite, parce que vous allez voir très rapidement, on va compter le CO2 avec la même rigueur qu'on compte et qu'on reporte nos résultats financiers. Donc une PME, le plus vous pouvez rapidement adopter une rigueur dans vos reporting CO2, dans vos reporting RSE, plus facilement vous inscrirez donc dans ce reporting très rigoureux qu'une grande entreprise va devoir faire de plus en plus. Et surtout, pas de greenwashing. C'est ça, exactement. D'ailleurs, nous, par exemple, nos produits ont fait l'objet de fiches de déclaration environnementale et sanitaire, c'est-à-dire qu'on a fait un décodage complet de nos impacts environnementaux pour que nos produits puissent être intégrés dans des chantiers publics. Donc, on a vraiment commencé à travailler sur le sujet. Donc finalement, vous ne percevez pas ça tant que ça comme une contrainte, comme une lourdeur supplémentaire, cette transformation RSE? C'est un moteur de croissance essentiel. D'accord. Et une opportunité. Oui, complètement. Et puis ça nous porte aussi. Moi, à titre personnel, ça me porte, ça m'intéresse. Et c'est me dire, je vais contribuer à faire des produits qui s'inscrivent dans le futur, qui vont répondre aux exigences des futures générations. Donc, ce serait bien que les acheteurs que vous rencontrez parfois aient la même sensibilité. On va le dire comme ça. On y travaille. Je vais passer le message aux acheteurs d'Engie. Merci beaucoup à toutes les deux. Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie. Bénédicte Gézéquel, vous êtes la patronne de Sylvadec, une PME de bois composite qui a tous les labels en matière de responsabilité sociale et environnementale.
Eh bien, merci à toutes les deux. Je crois qu'il est temps de retrouver notre ami